de recevoir Arnaud Pellissier-Tanon, avec qui on va parler d'individualisme méthodologique. Alors, comme on commence un peu en retard, Arnaud, je vais te passer tout de suite la parole. Alors, je rappelle l'idée des séances du séminaire pour le dictionnaire, c'est d'avoir une première conversation très ouverte autour d'un texte que Erwan nomme souvent ses premiers textes des textes martyrs. J'aime bien l'expression. Donc l'idée est de vraiment discuter des premières intentions, des premiers jets, mais aussi de suggérer éventuellement des éléments pour compléter, pour revoir des choses, sachant que ça n'est pas un reviewing et qu'on respecte l'autorat des personnes. Donc Arnaud sera libre ensuite d'intégrer ou non les différentes suggestions. Mais voilà, ces séances sont vraiment l'objet de clarification, discussion et éventuellement d'élargissement ou de rétrécissement de certains développements. On n'a encore jamais abordé la notion jusqu'à maintenant, donc ça me semble assez important de parler d'individualisme méthodologique. Je sais qu'en plus, c'est un sujet cher aux différentes approches de certains, et Laurent Magne discutera ensuite de certains aspects du texte, car ça fait partie de ces sujets récurrent depuis très tôt. Il y avait une note de recherche faite pendant le début de son doctorat sur le sujet, donc ce sera l'occasion d'en discuter. Arnaud, c'est à toi, et on aura ensuite l'occasion d'écouter Laurence pour discuter et puis d'ouvrir au reste de la salle virtuelle. Un très grand merci de me donner la parole, un très grand merci de m'accueillir, Johan. C'est un honneur de pouvoir présenter ces idées au séminaire de la SPLG. Alors, je dois ce bonheur à vous tous et puis un petit peu à Philippe Jacquino qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui. Il m'a donné un grand coup de coude. Arnaud, il n'y a pas quelque chose d'intéressant pour le DICO. Et je ressors un vieux thème qui remonte, pour moi aussi, qui remonte à ma thèse. Et donc l'individualisme méthodologique, je crois que nous en faisons tous sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, mais c'est mieux de savoir ce que c'est, et allons-y. Je vous propose, vous voyez bien dérouler mes transparents? Oui. J'ai les transformés en PDF, il y avait des petits problèmes de, de, de cadrage. Alors, je vous propose de commencer par des citations des grands auteurs, Karl Popper, Friedrich Hayek et Raymond Boudon. Voilà, dans La société ouverte et ses ennemis, une citation qui me semble une assez bonne définition de l'individualisme méthodologique. Les phénomènes sociaux, spécialement le fonctionnement des institutions sociales, devraient pouvoir être comprises comme le résultat des décisions, des actions, des attitudes des êtres humains, des individus humains. On ne peut jamais être satisfait par d'explications qui se référaient à des soi-disant collectivités. Popper est plus connu pour son individualisme tout court, sa philosophie, un petit peu, je ne vais pas parler comme un fou, il faut mieux que je me taise, son épistémologie de la vérificabilité, mais on a là une prescription méthodologique, la bonne explication. Pour formuler une bonne explication, il faut remonter au comportement des individus. Hayek dit à peu près la même chose, c'est dans Individualism and Economic Order. Il n'y a pas d'autre moyen de comprendre les phénomènes sociaux que de remonter à notre compréhension des actions individuelles, des actions que les individus posent en vue ou en relation avec les autres personnes, guidées par les comportements qu'ils attendent des autres personnes. Et là, on a une explication un petit peu plus riche. S'il faut remonter
au comportement individuel, c'est parce que les phénomènes sociaux découlent des comportements eux-mêmes et de ce qui explique et donc on explique ces phénomènes par un effet d'agrégation à partir des l'explication de chaque comportement de chaque individu. Raymond Boudon le dira de façon explicite. Et il parle d'individualisme méthodologique. Je n'ai pas trouvé le mot expressément chez Hayek. Le principe de l'individualisme méthodologique énonce que pour expliquer un phénomène social quelconque, il est indispensable de reconstruire les motivations des individus concernés par le phénomène en question et d'appréhender ce phénomène comme le résultat de l'agrégation des comportements individuels guidés par ces motivations. Là, je pense qu'on a une définition complète. C'est parce que les phénomènes sociaux sont le résultat, la résultante. Il y a un effet de composition, un effet d'agrégation, un ordre spontané, dira Hayek, des comportements individuels qu'on peut donner une explication des phénomènes sociaux, que pour donner une explication des phénomènes sociaux, il faut comprendre pourquoi chaque individu qui participe à ce phénomène social a posé l'acte qui, agrégé, donne le phénomène. Donc, on touche du doigt qu'il y a une parenté très proche entre l'individualisme méthodologique et toutes les théories de l'ordre spontané. Ça sera peut-être l'objet d'une autre entrée dans le dictionnaire. Mais on peut se poser la question, je suis transparent, sur la nature de l'individualisme méthodologique. Alors, c'est une prescription méthodologique. Qu'est-ce que c'est réellement et qu'est-ce qui la fonde? Alors, j'ai beaucoup utilisé le livre de Stephen Lux de 1973. C'est un petit peu vieux, mais la question en sciences sociales m'a l'air antique comme le monde. Et c'est vraiment une question que Stephen Lux s'est posée. Alors, une première citation, on va la lire ensemble si vous voulez. Alors, l'individualisme méthodologique, qu'est-ce que c'est? C'est une doctrine qui porte sur les principes de la recherche scientifique, la doctrine qui affirme que toute tentative d'explication d'un phénomène social doit être rejetée à moins d'être entièrement constituée de propositions concernant des individus. Autrement dit, seuls les faits concernant des individus sont porteurs d'explications en sciences sociales. Alors, qu'est-ce qui permet d'affirmer ça? Quel est le fondement? Et si vous voulez bien, on va creuser un petit peu ensemble en continuant à lire Stephen Lux. Stephen Lux interprète la prescription méthodologique comme une affirmation ontologique. Ce dans le monde social, les individus sont réels. Mais comment comprendre, comment interpréter cette affirmation s'il faut remonter au comportement des individus pour expliquer les phénomènes sociaux? C'est que les phénomènes sociaux n'ont pas de réalité par eux-mêmes. Le mot est mou, c'est le mot qu'on va discuter, au contraire des individus. Et donc c'est pourquoi il faut remonter. Alors comment comprendre que seuls les individus sont réels? Eh bien, première interprétation d'après Stephen Lux, que j'ai fait une faute de frappe, L-U-K-E-S. Première interprétation serait que les individus soient seuls observables. Et pour Stephen Lux, cette affirmation peut être contredite. On observe, et j'espère que vous êtes d'accord avec lui, comme je suis d'accord avec lui, on observe des régularités. Il n'y aurait plus de sociologie, il n'y aurait plus d'économie, je doute qu'il y ait encore de la gestion, s'il n'y avait pas des comportements réguliers, imités, répétés dans le temps, imités d'une personne à l'autre, sur laquelle on puisse les uns les autres baser, anticiper les actions auxquelles nous pourrions nous-mêmes poser pour agir d'une façon mieux coordonnée les uns aux autres. Il n'y aurait pas d'équilibre sur le marché économique, il n'y aurait pas d'institutions comme l'État, l'armée, etc. Il n'y aurait pas de fonctionnement dans les entreprises.
Comment interpréter alors notre affirmation que seuls dans le monde social les individus sont réels? Autre interprétation possible. Alors, les phénomènes visuels sont faciles à comprendre, au contraire des phénomènes sociaux. Ça, ce serait un point de vue qui dirait expliquons le compliqué à partir du simple, mais tous ceux qui ont fait un petit peu de psychosociologie vont hurler, plutôt éclater de rire. Non, les phénomènes individuels, le comportement de chaque homme est peut-être aussi difficile à comprendre qu'un phénomène social, ou du moins les explications sont infiniment variables. Creusons notre enquête. Alors, seuls les individus sont réels, ils existent indépendamment de tout groupe, de toute institution. Mais non, on vit dans la contingence, on vit dans la nécessité, on vit dans la dépendance. Nous n'existons qu'au sein de multitudes de groupes sociaux, multitudes d'institutions. Et l'extrême que les phénomènes sociaux soient des fictions et que seuls les phénomènes individuels soient réels, oublions la langue, oublions les langues de façon de parler qui sont des phénomènes sociaux redoutables, oublions toutes les normes de comportement, comment elles émergent, comment elles évoluent, oublions les coutumes, oublions tout ce qui fait la vie en société. Donc, l'interprétation de cette formule, seuls les phénomènes individuels sont réels, mérite d'être approfondie. Alors, avec Stephen Lux, nous arrivons à un constat j'ai envie de dire d'échec. On n'a pas d'explication. Si l'assertion ontologique que seul dans le monde social les individus sont réels est équivalente à l'affirmation méthodologique seuls les faits concernant les individus sont porteurs d'explications, comment comprendre? Il nous faut poursuivre l'enquête que Stephen Lux n'a pas faite ou a interrompue. Et j'ai pris mon petit bâton de pèlerin de philosophe en herbe, et comme je commence par les premiers, les présocratiques, Platon, j'arrive à Aristote, et j'ai trouvé chez Aristote la distinction dans la métaphysique, la distinction de la substance et des accidents. Creusons, si vous voulez bien, un petit détour de métaphysique aristotélicienne. Donc l'analyse de l'être, ce que les choses sont, l'analyse du changement, comment un être peut durer, continuer à être toujours lui-même alors qu'il présente des aspects changeants. Derrière tout ce qui change, il y a quelque chose qui demeure, qui se trouve en dessous de ce qui change, la substance. C'est ce à quoi il appartient d'exister en soi-même et non en un autre. Les êtres humains vieillissent, et notre figure se ride, nos cheveux se blanchissent, nous changeons d'apparence, mais nous restons chacun nous-mêmes. Il y a on peut nous attribuer, il y a des attributs qui s'appliquent au sujet, le sujet demeure lui-même à travers l'évolution des attributs. C'était un point très important pour Aristote pour contrer les sophistes, au lieu de qui rien ne demeurait. Donc la substance, ce qui fait le propre et qui demeure, par opposition aux accidents, ce qui arrive, ce qui peut changer, ce qui aurait pu ne pas arriver, ce qui pourrait être autrement. On peut faire une analogie avec la contingence. La définition technique, on parle d'accident,
pour désigner ce à quoi il appartient d'exister à un autre être. La couleur de nos cheveux, elle peut changer. Ça ne sera pas que je suis Arnaud, que Johan est Johan. Aristote, dans les catégories, dresse une liste des 9 prédicaments, des 9 accidents. Par exemple, la couleur d'un objet, le lieu où se trouvent ces choses. Et puis, l'un des accidents qui nous intéresse, c'est la relation qu'une chose peut avoir avec une autre. Par exemple, le lien de parenté d'une personne à une autre, ou le fait que nous sommes collègues tous aujourd'hui à suivre ce Zoom, à suivre cette visio du séminaire d'épistémologie de la SPSG. Je creuse si vous voulez bien. Arnaud, c'est Arnaud. J'ai 60 ans, je suis maître de conférence, j'aurai 61 ans bientôt, je suis toujours maître de conférence jusqu'à ma retraite. Cet accident de l'âge, cet accident de la relation, de l'activité professionnelle, tout ça, ça peut changer. Je reste Arnaud. C'est l'analyste, c'est l'observateur extérieur qui décerne dans cet ensemble complexe qu'est Arnaud ce qui demeure, ma substance, caché sous ce qui peut changer et qui n'est qu'un attribut contingent, les accidents. Et en trouvant ce qui demeure caché sous les accidents, on peut donner une définition d'Arnaud. L'observateur touche du doigt quelque chose d'intelligible. Alors tout ça, c'est loin de notre individualisme méthodologique. C'est loin des questions des relations sociales, formations sociales, groupes sociaux. Alors, il y avait cet accident de la relation entre une chose et une autre. Aristote la prend dans un sens extrêmement vaste. La relation, c'est l'accident d'un être qui fait qu'il se réfère à un autre être. Donc, l'être qui possède la relation, donc la relation est l'accident. L'autre être vers qui tend la relation, je suis en relation avec, et le point de vue sous lequel les deux êtres sont en relation. La relation elle-même, elle a une réalité. C'est un rapport entre un être et un autre, le terme et le sujet. Là, on commence à pouvoir préciser notre recherche ontologique et répondre à la question à laquelle Steven Hughes n'a pas répondu. Restons dans une généralité hyper générale. Tous les phénomènes de société, ne pouvons-nous pas les analyser, chaque phénomène de société, comme un certain type de relation? De ceux qui parlent la même langue sont les relations de locution, relations de parenté, d'éducation, de travail, de dépendance, de pouvoir, à l'infini, entre des individus qui vivent cette même relation. Alors ils ne pourraient ne pas vivre cette relation. Ils se comportent d'une façon telle qu'ils vivent cette relation. Comment expliquer le phénomène de société? Comment expliquer cette relation qui distingue ce phénomène de société des autres phénomènes de société? Ils se comportent d'une façon telle qu'ils vivent leur relation. Pour pouvoir expliquer l'existence de cette relation, de ce phénomène social, il faut remonter à leur comportement. Ah, on est merveilleux, on a retombé sur nos pattes, on a retrouvé l'individualisme méthodologique et sa prescription méthodologique. Pour expliquer les phénomènes de société, il faut remonter au comportement des individus. J'espère pouvoir vous proposer là un,
une explication, ou au moins une explication possible à cette prescription méthodologique. C'est dans la métaphysique, si on suit la lignée d'Aristote, la distinction entre les accidents et la substance, ce sont les êtres en relation. L'accident, c'est la relation qui lie ces êtres. Le phénomène social, c'est une relation. On peut l'étudier. Il a une réalité du fait que les individus se comportent d'une façon telle que le phénomène social existe. Alors, si on veut ouvrir, il faudrait creuser tous les thèmes proches, thèmes méthodologiques proches de l'individualisme méthodologique, l'ordre spontané hayekien, qui explique le phénomène de composition, l'idéal type weberien, qui, vous connaissez ça mieux que moi, je ne sais pas comment résumer l'idéal type, pardonnez-moi. Donne un modèle type, mais là, je tourne en rond, je n'ai pas d'explication. Et je propose, comme le papier que j'ai déjà rédigé est 2 fois trop long, je propose d'ouvrir d'autres entrées au dictionnaire de la SPSG. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Arnaud. Alors, il faut que tu fasses attention parce que traditionnellement, dès que quelqu'un dit que il faudrait ou écrire une autre entrée avec Laurent, on lui saute dessus pour lui dire très bien, tu es donc maintenant l'auteur attitré de ces autres entrées. Alors moi j'ai quelques questions, mais je vais d'abord passer la parole à Laurent qui a préparé un peu plus de manière structurée. Puis après, Merci, j'ouvrirai Laurent. la salle et je poserai mes propres questions. Sauf s'il y a besoin, tu peux peut-être arrêter le partage d'écran, Oui, comme ça on se voit oui, un on peu se voit mieux. mieux. Laurent, la parole est à toi. Merci beaucoup, beaucoup. Merci Arnaud pour ton intervention. Donc comme Yoann le rappelait en préambule, l'individualisme méthodologique, c'est un des thèmes qui m'a accompagné en fait dès mon master recherche, puisque j'ai eu la chance d'avoir un sociologue bien connu, Michel Liu, qui nous avait proposé justement des thèmes de recherche dans le cadre de ces séminaires, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier sur le sujet. Et du coup, c'est une question que j'ai creusée depuis bien longtemps et sur lesquelles j'ai une vision des choses qui est orientée. Elle n'est pas neutre, évidemment, puisque j'ai un auteur fétiche qui s'appelle, comme tout le monde le sait, Raymond Boudon. Donc, je vais évidemment la donner une perspective, on va dire un peu, sans doute, boudonienne à ma discussion de ce que tu nous as présenté. Je vais te proposer des pistes qui sont des pistes que j'ai moi-même suivies, bien évidemment. Et ensuite, après, tu jugeras de l'opportunité ou non de les intégrer dans ton papier. La première des choses que je pourrais dire, c'est je salue le fait qu'il y a un recours, on va dire, à la philosophie, qui est une réflexion justement sur un auteur central, en tous les cas structurant de la pensée occidentale, qui est Aristote, depuis longtemps, et ta distinction entre justement la partie accidentelle d'un côté et la partie substantielle de l'autre. Toutefois, si on essaye d'aller un petit peu plus loin sur la critique conceptuelle, il faut replacer les idées d'abord dans leur premier contexte, ce qui permet d'identifier aussi un certain nombre de problèmes sur lesquels, en fait, tu ne t'attardes pas, mais qui pourraient être de la première importance pour, on va dire, élucider l'individualisme méthodologique. Et le premier, c'est quand est-ce que le débat sur l'individualisme méthodologique commence à arriver. En fait, il arrive dans un moment de développement de la connaissance de la sociologie, Oui, avec Max Weber, où, en gros, on a une espèce d'opposition, alors bien sûr que je schématise, on va dire, à grands frais, mais qui est entre une vision qu'on pourrait appeler individualiste, mais qui recommande de partir des individus. Je mets en évidence que le mot-clé, c'est recommander, ce qui veut dire que ça n'est pas une prescription, ça n'est pas un impératif. Et cette vision weberienne va se centrer sur ce qu'on a appelé la sociologie compréhensive, donc
Mhm. une première étape très intéressante qui est la compréhension et qui est une forme de réponse à une autre forme de sociologie par le papa français de la sociologie, Émile Durkheim, qui a plutôt tendance à parler de holisme. Alors après, en fait, holisme, c'est pas lui, mais c'est à lui qu'on va attribuer l'étiquette, on va en faire une forme de chef de file, où Durkheim fait un apport majeur à la pensée de l'époque en rappelant que les phénomènes sociaux, les faits sociaux peuvent s'imposer aux individus, et donc on connaît tous son travail sur le suicide, où il est le premier à montrer qu'une décision d'apparence parfaitement individuelle, le suicide, peut avoir des causes sociales qui sont parfaitement extra-individuelles. Et donc c'est à partir de cette étude-là que Durkheim inverse, on va dire, la perspective qui dans un monde qui était déjà individualiste, et d'ailleurs il montre la montée de l'individualisme dans la société. On ne va pas expliquer le tout par la partie, mais au contraire la partie par le tout. Et en fait, c'est essentiellement là où je veux commencer à positionner le débat, c'est-à-dire qu'on va avoir une espèce d'opposition qu'il va falloir travailler entre la compréhension d'un côté et une forme d'explication de l'autre. Et je pense que la question de l'individualisme méthodologique, en fait, elle part vraiment du tressage entre la notion de compréhension et d'explication. J'ai pour ma part évidemment proposé mon petit modèle CDEPM, comprendre, décrire, expliquer, prédire, maîtriser, qui permet d'articuler ces différentes notions avec un tiers terme au milieu qui est la description. Du coup, c'est dans ce cadre-là que je vais situer ce que je raconte. Deuxième point, à partir des idées compréhensives de Weber, où c'est un principe essentiellement méthodologique, c'est-à-dire c'est une indication, c'est une suggestion à valeur heuristique. Mhm. D'autres théoriciens vont au contraire changer leur fusil d'épaule et en faire non plus une prescription heuristique, mais une préconisation méthodologique. Sous-entendu, il existerait une bonne méthode, une bonne façon de faire les choses, et cette méthode serait de toujours partir des individus. Tu as évidemment cité Stephen Looks. Je citerai pour ma part John Elster, qui est un auteur très connu pour l'individualisme méthodologique. Il a beaucoup défendu, mais dans une version radicale, où en gros il affirme les seuls acteurs véritables sont les individus, les institutions et les structures n'agissent pas. Donc c'est une position, on va dire, qui est extrêmement forte. Et très souvent, en fait, quand on parle de l'individualisme méthodologique, notamment si ce sont des sociologues qui en parlent, c'est souvent les sociologues opposants qui en parlent, donc ils ont tendance un peu à diaboliser leur adversaire et donc à faire comme si tout l'individualisme méthodologique, ça n'était que cette phrase de John Elster, où les institutions et les structures n'agissent pas. John Elster est très connu pour sa théorie du choix rationnel, le fait qu'il va partir de l'économie et en gros on va avoir deux formes, deux variétés d'individualisme méthodologique, un individualisme méthodologique d'origine économique et plus précisément de l'économie néoclassique, ce qui va avoir tendance à poser un modèle de l'homme qui est un modèle de l'homo economicus, et si on a du coup homo economicus, c'est-à-dire un agent réputé prétendument parfaitement rationnel, exclusivement dans des termes économiques, comme on l'a dépouillé à la base de toute socialité, évidemment, on ne va pas pouvoir réintroduire de la socialité après. Mais ça, c'est du coup le moment où notre individualisme n'est peut-être plus méthodologique, mais au contraire ontologique. Et c'est là où, justement, tu vas avoir ton tressage entre la substance et l'accident qui est intéressant. Mais du coup, ça nous permettrait éventuellement d'identifier d'autres formes d'individualisme, un qui pourrait être méthodologique, un qui pourrait être ontologique, et en fait, on pourrait même en rajouter un troisième au milieu qui serait un individualisme épistémologique, qui lui devrait être, on va dire, beaucoup plus travaillé, qui n'est pas une notion, on va dire, à la mode qu'on trouve dans la littérature, mais qui est une notion qui me semble être tout à fait digne d'intérêt. La théorie du choix rationnel de John Elster a suscité de nombreuses critiques, même s'il a cherché à donner la démarche la plus rigoureuse possible dans sa conception économique, même s'il a rajouté quelques variables sociologiques de l'individualisme méthodologique. Mais celui qui, pour moi, a fait le meilleur travail, c'est évidemment
sociologue. C'est Raymond Boudon qui, dans son ouvrage de 1984, La place du désordre, comme le nom l'indique, la place du désordre, c'est intéressant d'en parler, critique des théories du changement social, c'est le sous-titre, va nous proposer justement d'articuler à la fois les dimensions micro et les dimensions macro. Alors avec la partie micro-macro, on est sur une articulation, on est sur les comportements individuels d'un côté, mais aussi sur le fait qu'il existe des régularités statistiquement bien connues, empiriquement mesurables, que l'on pourra appeler des faits sociaux. Et tout le travail de Boudon, ça va être d'articuler un modèle micro-sociologique qui exprime effectivement le fait que l'individu adapte son action à la situation. Et donc, si l'on comprend les raisons de son choix, un choix qui est rationnel, mais qui est rationnel en raison et donc en croyance, là où, par exemple, une rationalité économique au sens de l'homo economicus. Et il nous propose d'articuler la partie micro-sociologique et macro-sociologique avec un modèle qui s'exprime en 4 lettres sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais je les donne simplement pour l'exemple. Grand M, de petit m, grand S, M, M', qui montre en fait une boucle de rétroaction entre les faits sociaux macro et les décisions micro. Et je pense que c'est dans cette pensée de l'interaction entre les deux que, on va dire, l'individualisme méthodologique, notamment proposé par Boudon et ses suivants, sachant qu'ils sont quand même, on va dire, une école tout à fait ayant pignon sur rue dans la sociologie contemporaine, nous permet de ne pas opposer ce qui serait d'un côté la substance et de l'autre l'accident, mais au contraire de tresser leurs liens. Et c'est là où, effectivement, on en arrive à une autre conception des choses, et c'est là où je pars sur 3 types d'individualisme. Un individualisme méthodologique, un individualisme épistémologique et un individualisme ontologique. Quel est du coup le contexte dans lequel cette pensée a vu le jour? Une forme de lutte idéologique. Une lutte idéologique contre la pensée totalisante. D'ailleurs, c'est sans surprise que tu ouvres avec Karl Popper, avec la société ouverte et ses ennemis. Donc on ne peut pas être plus explicite sur le fait qu'il s'agit d'une lutte idéologique. Et du coup, pour des raisons politiques, on va avoir en gros, pareil, hein, je schématise et je caricature, l'opposition entre les gentils de droite américains et les méchants de gauche soviétiques, l'un mettant en avant l'individualisme, éventuellement l'individualisme opportuniste à tout craint, et l'autre le collectivisme totalisant et potentiellement totalitaire. Et on va faire une espèce de simplification idéologique entre la liberté d'un côté et la dictature de l'autre. L'idée de Popper, c'est de résister contre tout ce qui pourrait introduire la dictature dans la société américaine. C'est pour ça que c'est la société ouverte, sous-entendu la société libre, de type occidentalo-américaine, versus ses ennemis, et ses ennemis, c'est évidemment de l'autre côté du rideau de fer. Donc, une fois qu'on a cette lutte idéologique contre la pensée totalisante, on a cette espèce de soupçon. Un soupçon qui est bien connu en philosophie, puisqu'on a les fameux philosophes du soupçon, dont Nietzsche, où dès qu'on est en train de faire de la pensée totalisante de l'essentialisme, et c'est là où on va revenir à la substance, on se dit que peut-être il y a quelque chose derrière et que la catégorie est peut-être d'abord avant tout idéologique avant d'être épistémologique. Si elle est idéologique, ça veut dire qu'en fait, on se place sur le plan ontologique. On l'a posé, c'est un dogme. C'est un dogme a priori, c'est une vérité non démontrable. Mais c'est une vérité que l'on va prendre comme telle, on va poser que c'est une vérité, sans jamais le démontrer, sans même jamais pouvoir le démontrer, puisqu'en fait, on est à un niveau qui est axiomatique, au niveau ontologique. Donc ça, c'est une première variété de l'individualisme, et on va dire méthodologique, qui est en fait ontologique. Et mon exemple pour moi, c'est John Elster, qui croit à sa théorie du choix rationnel. Mais ça, c'est une position dogmatique qui peut être réfutée. Et elle peut être réfutée de façon simple par des faits. C'est-à-dire il suffit d'exhiber au moins un fait social qui ne se conforme pas à la théorie pour mettre la théorie par terre. C'est la raison pour laquelle Raymond Boudon va chercher à élargir la théorie du choix rationnel avec sa théorie de la rationalité en valeur, pour montrer effectivement que on peut avoir un principe qui n'est pas simplement une prescription heuristique méthodologique, c'était une version weberienne, un guide pour chercher,
mais au contraire une prescription épistémologique, c'est-à-dire un principe de constitution de la connaissance valable, et donc il va nous produire son petit modèle, justement, qui implique deux choses. Premièrement, l'existence des effets d'agrégation. Et en fait, toute la question de l'individualisme méthodologique, elle est sur les effets d'agrégation, ce qui veut dire que il faut absolument en traiter explicitement. Et une des grandes questions, c'est quelle est la nature de ces effets d'agrégation? Une première réponse, c'est les effets d'agrégation sont des effets de sommation. Autrement dit, le tout n'est que la somme de ses parties. Boudon va nous rappeler que, bien entendu, c'est faux, c'est-à-dire qu'il existe un certain nombre de phénomènes sociaux dont le tout n'est pas la somme de ses parties, mais il nous rappelle que de très nombreux phénomènes sociaux seraient le résultat d'effets de sommation comme effets d'agrégation. Donc c'est intéressant de voir que les effets d'agrégation peuvent être des effets de sommation. C'est en général ça qu'on appelle aussi l'individualisme méthodologique. Et Boudon, en fait, le dépasse en montrant que non, il va y avoir aussi une interaction avec le niveau macro, ce niveau macro des faits sociaux, qui est à la fois, on va dire, institutionnel, mais qui est à la fois micro, avec un effet contingent, situationnel. Et c'est dans cette idée du contexte contingent que je retrouve ce que tu disais sur l'accident. Et je pense que c'est à partir de l'effet d'agrégation dans un contexte contingent qu'on peut situer ton propos afin de pouvoir bien cadrer avec des points très importants. Une des théories les plus solides des sciences de gestion, c'est justement la théorie de la contingence, celle sur laquelle il y a eu le plus de recherches et qui en fait est présupposée comme, on va dire, une sorte d'acquis de la recherche en gestion. Donc évidemment, on ne peut pas l'ignorer. Mais là où les sociologues ont encore des choses à nous apprendre en sciences de gestion, c'est sur la nature des effets d'agrégation. Ce qui fait que, pour revenir à ce que je disais au début, on a une compréhension des choses qui a changé et du coup un mode d'explication. Et pour moi, l'individualisme méthodologique, c'est d'abord un mode d'explication. Donc en fait, il est moins méthodologique que épistémologique. Voilà en gros ma vision des choses sur le sujet, où on est en train de passer effectivement d'un truc assez simpliste où on dit il y a des comportements individuels qui impliquent, qui produisent des faits sociaux. Et là, on est en train de dire que les comportements individuels sont premièrement situés, donc ils ne sont pas une abstracto, qui vont produire des résultats collectifs, mais que ces résultats collectifs vont rétroagir de deux façons. Premièrement sur les comportements, et donc les comportements individuels. Deuxièmement sur les situations auxquelles s'adaptent les comportements individuels. Ce qui veut dire que on a à la fois des choses qui sont, pour le dire dans le vocabulaire de la sociologie de Giddens, contraignants et habilitants, et que c'est cette rencontre, là je vais faire exprès d'utiliser un autre terme, du hasard et de la nécessité, qui va effectivement avoir un impact très fort sur l'accident que l'on pourrait penser être contingent. Mais accident, ça veut dire non essentiel. Contingent, ça veut dire qu'il pourrait être autrement. Donc c'est dans cet écart entre l'accident et le contingent qu'il y a des choses éventuellement à penser. Tout comme on pourrait penser à la partie contraignante avec les structures sociales, c'est-à-dire les institutions, mais qui sont aussi habilitantes. Ce qui veut dire qu'elles ouvrent des possibilités, elles dirigent dans certaines directions. Alors que la substance, dans son côté justement essentialiste, pourrait être contingente, historique, au contraire des institutions qui sont toujours datées et situées. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à tresser entre les deux. Et je conclurai par deux remarques. La première, c'est, dans ma conception de l'individualisme méthodologique, c'est une pensée de l'interaction. C'est-à-dire que c'est l'interaction entre le micro et le macro, entre les dimensions individuelles et les dimensions collectives, et montrer que l'individualisme, que je vais qualifier d'épistémologique, est justement une articulation des deux et non pas un choix dualiste entre soit les individus d'un côté, soit les structures de l'autre. En fait, il faut les articuler. Et pour poser en dernier lieu la question du statut des institutions, des outils de gestion. Un moment de gestion intéressant qui permet de voir la question de l'individualisme méthodologique, c'est justement les outils de gestion. Est-ce que les outils de gestion sont individuels? Est-ce qu'ils sont collectifs? Est-ce qu'ils sont les deux? Et comment est-ce qu'en fait ils viennent médier les rapports entre l'individu et le collectif? Et c'est, on va dire, un exemple classique, mais qui permet de montrer que euh, l'individualisme épistémologique est sans doute la piste la plus fructueuse sur le thème de l'individualisme méthodologique. Merci Arnaud. Merci à toi, Laurent.
C'est très brillant, beaucoup plus exposé que commentaire. Donc je propose qu'il y ait 2 entrées individualisme méthodologique. Non, l'individualisme méthodologique t'appartient, c'est ton entrée. J'ai fait des propositions et après, si tu trouves des choses intéressantes et pertinentes, libre à toi de les incorporer. Merci du fond du cœur. Est-ce que je peux Est-ce que... répondre comme Oui, bien comme sûr, un béotien? j'allais t'inviter à réagir, répondre, accueillir, contredire Alors, je les vais raconter différents ma points de petite l'ordre. histoire à mon tour. Moi, je suis rentré dans l'individualisme méthodologique à partir de Hayek. Je l'ai croisé d'abord pour ses théories économiques sur le cycle. Je l'ai biberonné pour sa théorie du droit, sa philosophie du droit, la- les règles de bonne conduite ou de juste conduite, un ordre spontané résultant de l'interaction des individus, explicité par le travail de la jurisprudence que dégagent les juges. Et je suis remonté peu à peu à je ne sais pas comment dire ça, puisque chez lui, tout est imbriqué. Chez Hayek, il ne distingue pas très bien la philosophie du droit de son anthropologie, de sa philosophie économique, de sa philosophie tout court et de sa méthodologie. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est ce que tu dis de Raymond Boudon, c'est ce tressage, cette boucle d'interaction micro-macro. Et l'exemple de la langue est excellente. Le français nous est donné à chacun à notre naissance, donné à travers l'usage qu'en font nos parents, nos proches, à l'école et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement structurant. Il y a même des grammaires, il y a un apprentissage. C'est très habilitant si on veut continuer à être guidencien. Je l'utilise, ces règles, pour exprimer ma pensée, développer et même capable d'avoir des idées nouvelles. Et ce faisant, je promeut tel usage, je forge tel vocabulaire et je participe à un usage qui peut être un tout petit peu différent et qui de ce fait évolue. Et si chacun en fait de même, la langue n'est imposée, n'est créée par personne, mais vécue par tout le monde. Et c'est une illusion, si on suit Hayek, de croire que les institutions puissent créer une institution sociale. Même le plus grand des législateurs, je ne sais pas comment appeler ça, ou ingénieurs sociaux, peut la promulguer, ça n'est que dans le sang, et là on retrouve son combat pour la liberté, engagé effectivement, bien sûr, contre les forces brunes et les forces rouges. Et naïvement, je ne suis pas allé beaucoup plus loin. Merci Laurent de m'ouvrir plein de pistes. Je vais relire Effet pervers et ordre social avec beaucoup de plaisir. Je m'aperçois que mes vieilles lectures ont besoin d'être vraiment rafraîchies et reprises à fond. L'ouvrage où je trouve qu'il le fait le mieux, c'est pas l'ouvrage de 79, c'est l'ouvrage de 84. Oui, C'est La place du désordre, la critique des place du théories. désordre. Ouais. C'est un ouvrage qui est assez paradoxal puisque j'ai vu des chercheurs, même bourdieusiens, citer Oui, cet ouvrage de oui, Boudon. oui. Donc, c'est dire qu'il y a sans doute quelque chose d'intéressant à aller regarder là-dedans. Ils l'ont probablement cité pour l'attaquer. Même pas, si tu te Même pas. rappelles, bah non, si tu te rappelles d'une personne justement qui nous a fait un exposé sur le scientisme, il le citait comme ressource argumentative à l'appui. Ressources argumentatives. Ah, Donc, Arnaud, alors, s'il y a des questions ou des réactions, je distribuerai la parole. Moi, pour donner un peu de corps à la manière dont tu considères toutes ces
tous ces éléments-là. Et est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, alors moi je connais un peu ton travail sur la révélation et sur le lanceur d'alerte, par Alerte, oui. exemple. Euh, Comment est-ce que ces considérations sur l'individualisme méthodologique se manifestent, informent, contraignent ou habilitent tes analyses? Alors, je mentionne lanceur d'alerte parce que c'est un des textes que moi je connais de toi, mais tu pourrais nous illustrer ça avec d'autres recherches. Comment est-ce que concrètement, ça se manifeste dans ta pratique de ton approche de la recherche? Alors, je vais me lancer sans filet parce que j'ai jamais réfléchi expressément. Merci beaucoup, Johan, de me tendre la perche ou de me challenger. Alors, si on prend l'exemple du lanceur d'alerte, j'ai envie de beaucoup moins regarder l'outil de gestion qui sont des dispositifs de lancement d'alerte. J'ai beaucoup plus envie de regarder l'imbrication des groupes sociaux, de leur morale ou de leur mœurs, qui fait que dans le groupe englobant, il est considéré comme immoral de poser tel acte, alors que dans le groupe englobé, c'est tout à fait indispensable et même justifié, et que le lanceur d'alerte qui se trouve inséré dans ces deux groupes vit cette injonction contradictoire, la vit très mal et se sent redevable de prendre la parole et de signaler qu'il pense à même d'agir, que quelque part dans ce recoin, ce groupe englobé manque à la règle du groupe englobant. On a là le tressage, pour reprendre le vocabulaire de Laurent, entre des institutions sociales qui sont les règles de comportement considérées comme légitimes et efficaces en notre politique d'entreprise, telles que la législation peut le voir, telles que la direction générale peut la promouvoir, telle que elle est telle que telle que la direction générale peut communiquer. Il y a celle qui est officielle, il y a celle qui est les règles de bonne conduite implicites aux indicateurs de performance et aux rouages d'analyse de la performance, entretien individuel, etc., etc. Et il y a les pratiques dans l'équipe de commercial ou d'acheteur. Et comment comprendre le lancement d'alerte? Il faut rentrer dans le cœur de l'acheteur qui vit les pratiques locales comme contradictoires avec, par exemple, la communication de la direction générale ou la réglementation française. Et il faut donc ouvrir son cœur, se mettre à sa place, faire de la sociologie compréhensive, qu'est-ce qui est beau, vrai, bon pour lui, ses valeurs, qu'est-ce qu'il attend de la vie, ses anticipations, sa compréhension de la situation, qu'est-ce qu'il peut faire, ses choix, tout ça c'est de l'individualisme méthodologique. C'est de la sociologie compréhensive. Et alors, Laurent, est-ce que je peux te poser la même question? Parce que vraiment dans une approche didactique, vu que vous êtes tous les deux, vous complétez les regards, mais avec une compatibilité sur les principes de l'individualisme méthodologique. Comment est-ce que l'individualisme méthodologique informe ton approche à la fois empirique, conceptuelle, etc. Est-ce que ça change le regard ou l'approche ou est-ce que ça reste finalement vraiment compatible? Voilà, quel impact ça a pour toi? Alors, je vais le dire, en fait, avec, je pense, quelque chose qui est très consonant avec ce que vient de dire Arnaud, mais je vais le dire avec une forme tout autre qui va être un peu provoque, et je vais faire exprès d'utiliser une métaphore politique. L'individualiste méthodologique, ça m'oblige à être centriste.
C'est-à-dire que je peux ni pencher du côté d'une surdétermination par les actions individuelles. Donc je peux pas aller vers une théorie qui serait ultra contingente, où tout serait expliqué par l'accident. Ça m'empêche complètement d'aller vers une version où tout serait déterminé par des structures sociales. Donc la théorie exclusivement institutionnelle. Là, en fait, je suis obligé de regarder systématiquement le lien entre les deux parce que partir de l'individu et de ses décisions ne veut pas dire ignorer son contexte social, c'est toujours situé. Et donc, c'est pour moi ça qui est vraiment le plus important. Du coup, c'est beaucoup plus exigeant. C'est-à-dire qu'au lieu de me simplifier la vie de chercheur, avoir une théorie simple mais potentiellement simpliste où c'est soit les individus, soit les structures, je suis obligé d'articuler les deux. Par contre, ça me permet de faire un travail épistémique qui est beaucoup plus rigoureux, qui est de bien meilleure qualité et qui a pour vocation de parvenir à une forme d'explication des phénomènes sociaux que je suis en train de regarder, comme notamment les phénomènes de gestion. Et un de mes dadas, c'est les outils de gestion. Là, je suis en train d'enseigner un cours de théorie des outils de gestion. Et donc, l'intérêt des outils de gestion, c'est que si on les regarde comme un objet technique, bah, l'objet il est fait pour son utilisateur, mais son utilisation propre, son petit contexte, donc a priori il est dénué, on va dire, d'aspect collectif. Or, il n'y a pas un seul outil de gestion qui ne fait pas un appel implicite ou explicite à des données externes à son activité propre et qui permettent de cadrer l'action collective. Et donc, des éléments individuels sont porteurs on va dire, ne serait-ce que de contraintes collectives, mais ces contraintes sont contraignantes et habilitantes. Tout comme l'agrégation des effets des outils de gestion finit par produire des conséquences, notamment de type changement institutionnel, qui du coup font changer le macro, et le macro fait changer le micro, et vice-versa. Et donc, c'est comprendre cette dynamique, une dynamique interactionnelle entre les deux, que m'oblige à concevoir, à regarder l'individualisme méthodologique. Et en ce sens-là, en fait, il me pousse vers l'individualisme épistémologique, c'est-à-dire ne pas oublier les individus, mais les individus étant en situation, m'empêche d'oublier les structures, enfin, pour le dire dans l'opposition dualiste historique. Mais donc, et c'est un peu là que je voulais en venir, cette vigilance-là amène plutôt vers un individualisme épistémologique et évite de tomber dans certains écueils de l'individualisme ontologique. Oui, en tous les cas, c'est comme ça que je le conçois. Arnaud, t'hésite pas à interjecter à n'importe quel moment pour apporter ta lumière sur le sujet. Là, vraiment, la question, c'est si on prend le terme d'individualisme méthodologique à la lettre, c'est comme le disait et l'écrivait Arnaud dans la toute première page de son papier. Il dit clairement, c'est une prescription méthodologique, une proposition heuristique qui recommande un certain type d'explication. Donc ici, on voit vraiment l'idée que voilà, on vous suggère de faire comme ça, c'est une méthode qui marche. Est-ce que ça veut dire que c'est la seule? Est-ce que c'est la méthode exclusive? C'est justement sur ce statut de la méthode qu'il va y avoir des choses à regarder. Et je pense que, on va dire, l'écueil idéologisant, c'est d'en faire une ontologie qui évidemment est injustifiée, injustifiable, puisqu'elle est posée sur un plan axiomatique, alors que le travail devient intéressant quand en fait on dépasse la simple recommandation, qui est celle du pourquoi pas, pour aller vers une explication plus sérieuse, celle du pourquoi. Et le travail, en tous les cas, de ceux qui se recommandent sérieusement de l'individualisme méthodologique, au sens où ils ont fait un travail épistémique rigoureux, vont trouver dans cette façon de faire des principes d'explication. Et c'est le passage de la simple recommandation d'une proposition à valeur heuristique à un modèle formel d'explication des phénomènes sociaux, qui n'est pas un modèle idéologique de surdétermination des phénomènes sociaux, où l'idéologie vient écraser le réel. Là-dessus, alors, je reviens à toi, Arnaud. Tu mentionnais au tout début que c'était
chose que tu avais exploré dans ton doctorat et que tu donc finalement qui avait été assez présent assez tôt dans ton parcours. Est-ce que tu as le sentiment que consciemment ou inconsciemment, tu es resté porteur d'un certain individualisme méthodologique? Est-ce que, selon les projets de recherche, selon les méthodes, les méthodologies, les collaborations, tu as navigué de manière un tu sens que c'est vraiment quelque chose qui a structuré ton travail et ta conception de la recherche d'un point de vue méthodologique ou épistémologique ou ontologique tout au long de ta carrière? Alors, je pense que c'est vraiment structuré tout au long de ma carrière. Selon les recherches, je me suis limité à la sociologie compréhensive, où j'ai voulu ou essayé d'avoir une explication plus complète en analysant le tressage. Et donc, je ne me serais pas contenté de faire de l'individualisme méthodologique au sens de Laurent, mais de l'individualisme épistémologique, toujours au sens de Laurent. Pour moi, ça m'a l'air une évidence, et je suis peut-être un abominable totalitaire. Je ne vois pas comment faire des sciences sociales autrement. Et c'est pour ça que je ne vois pas de frontière entre l'individualisme méthodologique et épistémologique au sens de Laurent, que des étapes dans la profondeur de la compréhension puis de l'explication. Ouais, Laurent, est-ce que la différence que tu fais entre les deux, c'est une différence de statut ou c'est une différence De degré. de degré? Alors, je vais pas répondre exactement de cette façon-là, mais je vais souligner ce que vient de dire Arnaud, c'est que il peut y avoir une forme de continuité entre l'individualisme méthodologique et l'individualisme épistémologique, alors qu'il y a une rupture avec l'individualisme ontologique. Et donc, en fait, il y a pas d'écart, on va dire, théorique de frontières infranchissables entre les deux. En revanche, du coup, on peut aussi les voir, cette fois-ci non plus d'un point de vue conceptuel, mais d'un point de vue historique, comme des étapes de recherche épistémologique en sciences sociales. C'est-à-dire que on a une intuition, une bonne idée, l'idée que effectivement ça va être difficile d'expliquer le résultat collectif sans parler de ce que font les individus, et qu'on va chercher par contre à théoriser, à faire que un modèle robuste de l'explication. Et c'est la raison pour laquelle je dirais que cet individualisme méthodologique-là, mais là ici je cite Weber, je cite pas Elster, va effectivement déboucher sur ce que moi je qualifierais plutôt d'individualisme épistémologique, là où Elster est parti dans une démarche qui s'apparente théoriquement à l'individualisme épistémologique, mais qui en fait va déboucher sur un individualisme ontologique. Je, tu, j'ai donc réussi à te piéger et tu vas devoir écrire le chapeau des trois entrées que seront l'individualisme méthodologique, l'individualisme ontologique et l'individualisme épistémologique. À ces entrées-là, il faudra un chapeau qui, avec brio et esprit de synthèse, puisse différencier, articuler et renvoyer vers les entrées dont celle d'Arnaud. Bon, bah, je me Voilà suis la fait conclusion avoir. logique. Je souscris complètement. Est-ce que dans la salle virtuelle, il y a des questions ou réactions? Je sais qu'on est déjà un peu avancé dans le timing, mais il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions ou réactions? Je ne piège pas à chaque fois les personnes qui parlent pour leur faire écrire une entrée. Je regarde s'il y a aussi des commentaires. On a des gens qui ont dû partir un peu en avance. Voilà, c'est pas un cours, hein, donc je ne vais pas tirer les vers du nez de nos participants. La question que moi je me pose toujours un peu dans ces cas-là, c'est comment ne pas tomber. Arnaud, tu dis, je suis peut-être un affreux totalitaire. Il me semblait pas que dans ta manière de présenter les choses, il y avait un rejet, voire une interdiction de concevoir autrement. Mon sentiment, c'est que dès que les gens sont un peu cohérents
cohérents et fins dans leur position. On a soit un individualisme méthodologique qui fait très attention à ne pas devenir ontologique, et c'est ce que Laurent, moi, tu m'as vraiment appris sur Boudon, et donc comment est-ce qu'il évite cet écueil d'un individualisme ontologique. J'ai aussi le sentiment que chez les bourdieusiens qui font du terrain et qui sont confrontés à la réalité empirique, on ne tombe pas dans une surinterprétation des structures, et que quand même, au travers des notions d'habitus, etc., on retrouve quand même l'individu enchâssé dans des phénomènes sociaux. Alors, c'est au final pour moi aussi un peu une question de degré, même si parfois on sépare ces écoles-là. Euh, et est-ce qu'il y a vraiment, alors tu disais je suis peut-être totalitaire, mais j'ai pas l'impression que tu le sois, Arnaud. Est-ce que pour vous deux, il y a vraiment un attachement plein et entier à cette conception un peu fine de l'individualisme méthodologique, avec toutes les prudences et les garde-fous que vous avez posés, qui fait que vous pensez que les choses se passent et que d'autres approches se fourvoient un peu, peut-être gentiment, c'est peut-être un totalitarisme gentil ou bienveillant, mais voilà, c'est revenir à comment peut-on être persan, quoi. Est-ce qu'il est concevable d'être autre chose qu'un individualiste méthodologique sans se fourvoyer? Est-ce qu'on peut être persan, ou est-ce que, voilà, c'est quand même un peu une erreur de ne pas être individualiste méthodologique? Je vous pousse à un positionnement un peu caricatural, vous me pardonnerez, mais voilà, vous n'êtes ni l'un ni l'autre de vilains totalitaires qui interdisent aux autres d'être quoi que ce soit d'autre. Donc ça, c'est sûr. Mais quand même, est-ce que dans votre conception, il y a une forme de vérité dans cette vision-là qui fait que d'autres approches moins centrées à ce niveau-là sur l'analyse seraient un peu dans l'erreur? Je vais parler comme un fou. Il y a certainement de très bonnes pages chez Marx et d'autres auteurs du même genre, et c'est quand ils pratiquent l'individualisme méthodologique et ou épistémologique sans s'en rendre compte. Voilà, j'aime bien ce genre, mais c'est un positionnement avec une dose de bienveillance tout en critiquant toutes les autres pages. Mais je trouve que c'est appréciable aussi quand voilà, qu'on a des positionnements sans forcément les rendre agressifs ou totalitaires, mais je pense que c'est toujours bien d'avoir ces clartés-là. Laurent, tu allais aussi réagir. Alors, puisque tu m'enjoignais à considérer des préoccupations culturelles et notamment à avoir une démarche réflexive sur ma personnalité, et donc du coup, je vais plutôt te dire que bah, moi je suis normand. Donc, on m'a appris effectivement en étant normand à bien voir les deux. Alors, je l'avais fait sur un autre thème qui était positivisme et constructivisme. Et j'avais fait, bah, il y a du positivisme construit et du constructivisme posé. Et du coup, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce qu'on a, on va dire, une préférence pour un truc qui tourne autour du centre? Oui, sans doute. Et c'est très bien ainsi. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de raison d'interdire quoi que ce soit à ce sujet. La question, c'est là, je vais faire le symétrique d'Arnaud dans l'autre sens, et je vais me faire très Feyerabendien en disant tout est bon. C'est-à-dire que si votre méthode vous permet de faire au final un travail épistémique rigoureux qui plus est novateur parce que vous êtes sorti de carcan idéologique, pourquoi s'en priverait-on? Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, ça me semble être une très bonne conclusion. Effectivement, l'exposition et le débat entre ces différents positionnements, s'il force à clarifier, révéler et affiner un peu les manières qu'on a de travailler, et les concepts, les idées, les théories, et le terrain, est toujours un enrichissement. Les chapelles à la SPSG ont jamais été les bienvenus, donc ça aurait été surprenant qu'on y arrive comme ça. Je vois pas de main levée, donc je vais annoncer
Prochaine séance, on se retrouve le mois prochain, le 15 février, avec Philippe Jacquineau, que tu citais Arnaud en introduction, avec qui on va parler de l'éthique de vertu. Et on verra avec lui comment est-ce que ça s'articule avec évidemment des notions organisationnelles et d'éthique organisationnelle, évidemment, mais aussi avec des questions plus épistémiques et épistémologiques. À bientôt. Merci Arnaud encore pour ta Merci beaucoup à présentation. vous de Merci m'avoir Arnaud. donné la parole. C'était un bonheur de participer à la SPSG. Au Merci mois Laurent. Merci prochain. Johan. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.